Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue à 20h sur Espace TV à la une de l'actualité. La dette guinéenne a grimpé en 2020. Comparativement à 2012, elle est passée de 27 à 44% du PIB selon le Fonds monétaire international. Une dette qui peut facilement être épongée avec une meilleure gestion des ressources selon un économiste. Remous à Kankan suite à l'interdiction des prières nocturnes pendant ce mois de Ramadan. Des manifestations ont paralysé les activités de la ville. Les protestataires ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Et entamons par ce grave accident survenu cet après-midi à Tombolia. C'est un motard qui s'est fait écraser par un camion transportant du ciment et les témoins ont évoqué comme raison l'excès de vitesse et l'indiscipline de la victime. La police arrivée sur les lieux un peu plus tard n'avait pas encore établi les véritables circonstances de l'accident au moment où notre équipe de reportage quittait les lieux. Attention, les images peuvent être choquantes. Dienab Bangoura, Ibrahima Souri, Camara. Le corps de Mamadou Baïlo Diallo gissant dans son sang cet après-midi à Tombolia Cité. Il a été écrasé par un camion en provenance de la cimenterie. Les images sont d'une extrême violence. Des citoyens ont assisté à la scène. Nous étions assis au bord de la route lorsque l'accident se produisait. Et on a vu un motard qui essayait de doubler une voiture personnelle. Donc du coup, il y avait un camion aussi qui était des passages qui passaient, mais qui était collé vers le trottoir. Le camion était justement collé vers le trottoir et la voiture personnelle était vers là où on prend les passagers. Donc le motard était derrière. Il essayait de doubler la voiture personnelle. Maintenant, du coup, je crois, avant de passer, il a un peu touché le côté derrière de la voiture personnelle. Donc c'est ce qu'il a renversé, il est tombé et le camion est passé sur sa tête. Coïncidence malheureuse pour le motard, le camion s'est montré au mauvais moment. Ce sont ces jeunes qui se sont occupés du corps avant l'arrivée de la police. On a essayé de recueillir certaines informations en mettant la main dans la poche. On a pris sa carte, on a lu son nom, on a montré aux uns et aux autres. Et ensuite, il y avait son téléphone aussi. Quand il est tombé, le téléphone aussi était sorti de la poche. On a essayé de joindre certains de ses parents. Donc du coup, on a appelé la police. Et lorsque la police est venue un peu tardivement. Peut-être 30 à 40 minutes comme ça de l'action. Cette dame est la sœur de la victime que les services de sécurité ont pu joindre. Profondément consternée par la perte tragique de son frère, elle a eu de la peine à s'exprimer. Les agents de la sécurité n'ont pas souhaité réagir à nos micros. Paix à son âme. Et puis ces autres images amateurs tournées à Kankan où les manifestants ont pris d'assaut les principaux axes routiers ce mercredi pour protester contre l'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les protestataires se sont dirigés vers le gouvernorat de Kankan pour exiger la levée immédiate de cette interdiction. Ils ont été dispersés par des agents des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Et avant cette manifestation, des leaders religieux se sont exprimés. Le premier imam de la mosquée, par exemple, a dit accepter la décision sans la partager. C'est un reportage de notre correspondant Alpha Omar Koïta. Pour le premier imam de la grande mosquée du quartier Kourialin 6 en plein cœur de la commune urbaine de Kankan, c'est avec tristesse que la communauté musulmane de Guinée a accueilli dans la nuit du lundi cette décision d'interdiction de prière nocturne du secrétariat général des affaires religieuses pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. À mon avis, cette décision-là devait être prise depuis le début du mois de Ramadan. Tel n'a pas été le cas. D'ailleurs, on avait déjà commencé, on a déjà consommé une nuit, parmi les 10 dernières nuits. Et hier, la décision est tombée. Nous étions tous surpris. Vraiment, c'est un peu triste pour la communauté musulmane. Est-ce allez-vous respecter la décision? Nous sommes tenus à respecter cette décision, mais mon fort intérêt, je ne la partage pas.
Poursuivant, Elhadji Youssouf Konaté tient pour seul responsable de cette décision, empêchant les fidèles musulmans d'accomplir leurs obligations religieuses en ce mois saint de Dieu, le secrétariat général des affaires religieuses. L'État a trouvé comme un argument que c'est pour éviter la propagation du virus. Alors, les marchés, les restaurants, il y a beaucoup de regroupements, même les vendredis. On n'a pas dit d'interdire tout ça là. Mais pourquoi? C'est physiquement les 10 dernières nuits. J'accuse beaucoup d'ailleurs le secrétaire général des affaires religieuses qui a été un peu complaisant. Parce que c'est une occasion unique pour nous dans l'année de se rapprocher de Dieu. Que attendriez-vous donc du gouvernement en cette période de double crise sanitaire que traverse notre pays? Moi, je croyais que l'État allait nous recommander de renforcer et de prodiguer le conseil aux fidèles musulmans. Il s'agit de respecter les mesures sanitaires, la distanciation, et puis porter les baguettes, et puis éviter de se serrer la main. Donc on a toujours prodigué ça comme conseil aux fidèles musulmans. Par ailleurs, le premier imam de la grande mosquée de Kourialé lance un cri d'alarme au gouvernement guinéen. Donc moi-même, je me demande comment c'est venu. Est-ce qu'il y a eu réellement un débat franc? Nous devons être souvent, il faut associer les imams, surtout les leaders d'opinion, à des trucs comme ça avant de prendre une décision finale. Et cette suspension des prières nocturnes par les autorités continue encore de susciter des débats dans le pays. L'Agence nationale de sécurité sanitaire à ce sujet était face à la presse ce mercredi pour des éclairages. L'occasion a été mise à profit pour attirer l'attention de la population sur l'existence réelle du virus et de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, toute chose qui explique le durcissement des mesures contraignantes. Ali Badara Kamara, Ibrahima Souri Kamara pour le reportage. Sur les 33 préfectures de la Guinée, seule la préfecture de Beila n'a pas encore connu de cas de Covid-19. Pour les autorités sanitaires, l'ère est plus inquiétante que les mois précédents dans la prévention et la gestion de la Covid-19 en Guinée. Selon le chargé des études au département surveillance de l'ANSS, le taux de pourcentage des cas confirmés est passé de 3% à 12%. Et 7 864 sont des femmes et 76 sont en état de famille. Le taux d'occupation des lits serait aussi passé de 20% à 50%. De mars 2020 à maintenant, nous avons testé 369 028 personnes, parmi lesquelles 22 468 sont révélées positives, soit 6,1%. En ce qui concerne la prise en charge, 1370 lits sont disponibles pour les hospitalisations, donc 616 étaient occupés à la date d'hier, soit 45% de taux d'occupation. Sur les 616 hospitalisations, 412 étaient à Conakry, soit 67%, contre 33% à l'intérieur du pays. Des statistiques qui occasionneraient la suspension des prières nocturnes, soutient le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Quand tu mets beaucoup de personnes entassées dans les mosquées qui passent 24 heures sur 24, il suffit d'un cas de Covid pour affecter l'ensemble. Et la plupart des personnes là, ce sont elles qui décèdent par suite de Covid. Donc c'est le souci d'augmenter notre taux de décès parmi les personnes âgées qui a fait qu'on a dit avec ces deux arguments de ne pas faire ces prières. Les autorités sanitaires comptent dans les jours à venir rendre les opérations de vaccination obligatoires sur le territoire guinéen, une manière de permettre l'atteinte des objectifs de vacciner la majorité de la population. Dans 6 mois, je m'attends à rendre obligatoire la vaccination, pas attacher des gens pour les vacciner, mais pour sortir de Conakry, il faut présenter sa carte de vaccination. Pour sortir de la Guinée, n'oubliez pas que la carte de vaccination avec la fièvre jaune est obligatoire pour accéder au pays. À date, le pays dispose de 918 000 doses de vaccins contre la Covid-19 et 2 millions de vaccins Johnson & Johnson sont attendus à Conakry dans les jours prochains.
Autre fait de l'actualité, nommé le 29 avril dernier par un décret présidentiel, Dr Dialikatou Diallo a été installé ce mercredi dans ses fonctions de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. L'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale remplace Mamadou Taran Diallo, issu de la société civile. Il a passé plus de 2 ans à la tête de ce département et il laisse à sa successeur un chantier inachevé. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Nommé à la tête du département de l'Unité nationale et de la citoyenneté le 18 novembre 2018, Mamadou Taran Diallo a été appelé le 30 avril dernier à céder le fauteuil à l'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale. À la passation de service ce mercredi, le secrétaire général du gouvernement a rappelé ses efforts pour la consolidation de la cohésion sociale. Vos nombreux messages de sensibilisation pour la paix envers nos concitoyens ont aidé à apaiser les esprits lors des moments de grave violence. Encore une fois, merci pour tous les services louables rendus à notre nation. Comme son prédécesseur, Mamadou Taran Diallo s'est investi dans la gestion des crises sociopolitiques et la sensibilisation pour le maintien de la paix dans le pays. Au cours des 2 dernières années, les résultats ci-dessus ont été obtenus. En matière de droits de l'homme, notre pays est évalué, comme tous les autres, sur les bases de sa constitution, de ses lois nationales et de ses engagements internationaux en la matière. Sa successeur, consciente des nombreux défis qui s'imposent, entend bien poursuivre ses chantiers pour renforcer le vivre ensemble des Guinéens. Je mesure le poids de la responsabilité qui m'incombe dans l'accomplissement de cette nouvelle, lourde et exaltante fonction. Monsieur le ministre Mamadou Taran, je voudrais rendre un hommage appuyé et mérité pour les importants chantiers réalisés. Je situe mon action dans la continuité de ce qui a été entrepris avec autant de réussite. La nouvelle ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté n'est pas une figure méconnue de la sphère politique. Ses actions, comme ses prédécesseurs, seront scrutées, mais elle peut compter sur ses collaborateurs pour répondre aux nombreuses aspirations des populations guinéennes. Et puis je vous l'annonçais, la dette publique guinéenne a atteint 44% du PIB en fin 2020 selon le Fonds monétaire international. Une dette qui a grimpé contrairement à en 2012 où elle était à 27%. Cependant, il n'y a rien d'inquiétant selon Dr Mamoudou Touré. L'économiste estime que la dette n'est pas un problème, mais c'est son utilisation qui peut être problématique. Et dans le cas de la Guinée, si les ressources issues de Swapiti, la ligne d'interconnexion Linsan-Fomi, entre autres, sont bien gérées, il est facile d'éponger les dettes et il permettra aussi d'assurer la crédibilité du pays devant les partenaires. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara, pour plus de précisions. Du 14 au 28 avril 2021, des échanges virtuels ont eu lieu entre le Fonds monétaire international et la Guinée. Des échanges qui rentraient dans le cadre de l'application de l'article 4 des statuts du FMI qui stipule que cette institution exerce une ferme surveillance sur la conduite de la politique d'échange et des autres politiques membres du dispositif. La dynamique de l'économie guinéenne, la situation monétaire, l'inflation, mais surtout le niveau du stock de la dette sont les thèmes débattus. Aujourd'hui, force est de constater que le taux d'endettement, c'est-à-dire la somme des engagements financiers de l'État rapportés au produit intérieur brut est à 44%. En comparant la dette de la Guinée à celle de la sous-région et des pays développés, il n'y a rien d'alarmant, estime cet économiste. La Gambie, qui n'est pas loin de nous, est à plus de 80%. Le Sénégal est à 65%. La moyenne africaine est à 50%. La France est aux alentours de 115%. Les États-Unis sont à 102% du PIB. Le véritable problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos emprunts. Si l'argent emprunté essaie à financer des projets d'investissement qui sont rentables pour le pays, qui sont rentables pour la population, il n'y a pas de raison que le pays ne puisse pas dégager un espace budgétaire supplémentaire pour pouvoir faire face aux charges de la dette. Ceci dit, mal gérée, elle peut faire perdre la crédibilité du pays vis-à-vis des partenaires au développement.
Dans ce cas-ci, la dette de la Guinée n'a pas diminué, elle a plutôt augmenté, car en 2012, elle était à 27%, contre 44% en 2021. Pas de quoi s'inquiéter, affirme Dr Touré. Les prêts qui ont été contractés par l'État s'inscrivent aussi, entre autres, dans le cadre d'investissement global, dans l'accord cadre qui a été signé entre la Guinée et la Chine. Je vous ai donné l'exemple du barrage de Soapeti. Il y a la ligne d'interconnexion aussi, l'Insan-Fomi, qui fait partie. Il y a aussi d'autres projets qui sont ciblés, mais les effets d'impact de ces projets ne vont pas se faire sentir sur le court terme, c'est sur le moyen et le long terme. La corruption, le détournement sont bien de fléaux qui pourraient empêcher l'épongement de ces prêts. Les autorités régionales et préfectorales de l'agriculture et de l'élevage, sous la tutelle du gouvernement, ont procédé ce mardi au lancement officiel de la campagne de vaccination des animaux. Objectif, préserver l'état de santé de ces bêtes domestiques. Et pour la première séance de cette opération, c'est la ferme du président de la Chambre régionale de l'agriculture située à Garaya, dans la commune urbaine de Boké, qui a été choisie. Le reportage est signé Mamadou Pété Diallo, Aïssatou Kesso Diallo et Salif Oulifo Sissé. Axée autour de la protection des animaux, cette campagne de vaccination a regroupé les autorités régionales, préfectorales de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que le président de la Chambre régionale de l'agriculture. C'est une initiative du gouvernement qui vise à préserver et améliorer l'état sanitaire des bétails dans la région de Boké. On se demandait même où le mettre, où on va le mettre. Et là, il nous a démontré qu'effectivement, on peut où on peut inoculer ces produits-là. Donc, il faut donner le vaccin pour prévoir la mortalité des animaux. Ça, c'est la raison, ça. Et quand on donne le vaccin, ça va augmenter la productivité des animaux. La mortalité va diminuer. La mortalité va diminuer. Ça, là, ça va soutenir l'alimentation de la population. En Guinée, la volonté des éleveurs est de voir leurs animaux en bonne santé. Vu l'importance de cette vaccination, l'inspecteur régional de l'élevage à Boké évoque les raisons qui les ont amenés à entamer cette campagne de vaccination. Par rapport, disons, à cette maladie, c'est une maladie virale qui est due à un virus et lorsqu'elle s'attaque à un troupeau, près de 90% meurent. Le président de la Chambre régionale de l'agriculture se réjouit de cette vaccination. Tout de même, il compte faire de ces troupeaux un atout pour la culture. Aujourd'hui, c'est la joie pour moi. Et c'est émotionnant. Et je remercie le chef d'État, le professeur Alpha Condé. D'abord, avant tout. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Mais on ne peut pas faire l'agriculture sans l'élevage. Je veux faire l'engrais organique. Je ne veux pas servir la terre avec l'engrais chimique parce que ça détruit. À en croire l'inspecteur régional de l'élevage de Boké, le gouvernement guinéen a octroyé 500 000 doses de vaccins PPR qui sont réparties dans toutes les 5 préfectures de la région de Boké. Et puis retour à Conakry, l'université Kofi Annan, en partenariat avec Bosseg, ont procédé ce mercredi au lancement du sous-projet formation de techniciens en système photovoltaïque et en installation électrique domestique et industrielle. L'objectif est de renforcer les compétences techniques et professionnelles de 680 jeunes, dont 30% de femmes diplômées dans les domaines de l'électricité domestique. Entre autres, un public reportage signé Fatoumata Bintabari et Mohamed Alousseni Kamara. La non-maîtrise du domaine de l'énergie et le mauvais choix des composants électroniques dans l'installation électrique, une des réalités du secteur énergétique dans le pays. Pour y remédier, le gouvernement, à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, a initié un sous-projet pour le renforcement des capacités techniques et professionnelles des étudiants dans le domaine des mines et énergies. Ce mercredi, il était question de former ces formateurs des jeunes issus de l'université Kofi Annan et ses partenaires. Nous allons parler un peu de l'électricité appliquée, ensuite de la sécurité électrique qui est liée à notre métier, ensuite la conversion photovoltaïque et les équipements de base. On va parler de l'appareillage et du schéma. Nous allons aussi parler de la maintenance des systèmes photovoltaïques,
et surtout aussi les outils de configuration modernes qui permettent maintenant aux centrales, pratiquement, aux équipements qui sont tous communicants actuellement de faire cette partie. Ce sous-projet vise à favoriser l'employabilité des jeunes diplômés dans les domaines de l'électricité domestique, industrielle et du solaire photovoltaïque. 680 techniciens, dont 30% des femmes, sont concernés par ce projet. On est en train de former les formateurs et vous avez vu qu'on a visité les laboratoires. À partir de ces laboratoires, les jeunes vont être formés sur le plan pratique et ensuite une formation. À la suite de la formation, ils pourront exercer sur le terrain. Plusieurs réalisations ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Le coordinateur du projet parle d'apport de l'université Kofi Annan à cet effet. Nous avons donc acquis les équipements, nous avons formé les formateurs et aujourd'hui, l'ensemble des étudiants de l'école polytechnique de Kofi Annan, de l'Institut universitaire Kofi Annan, du CFP de Matoto qui est notre partenaire, utilisent ces équipements. Tous les cours qui sont enseignés dans ces trois structures aujourd'hui, les TP relatifs à ces cours sont effectivement réalisés. Parmi les acquis de cette initiative, la rénovation des laboratoires et les ateliers. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite de ce laboratoire photovoltaïque qui permettra de faciliter cette formation. Et ce journal prend fin. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Jacques Lewaleno. Bonne soirée chez vous.